Bien le bonjour, madame, monsieur, jeune homme, jeune femme. Bienvenue à ce résumé de l'actualité régionale sur TVC9 et TV Témis. Beaucoup de nouvelles, particulièrement scènes policières, judiciaires. Voici donc les informations que nous avons recueillies pour vous. En manchette, les événements violents se succèdent sur la communauté de la Première Nation de Longue-Pointe. Un prêtre de la Beauce aurait agressé sexuellement des jeunes en Abitibi. Et les membres de la coopérative Témiscaming choisissent les nouvelles locataires du bâtiment adjacent au centre de santé Sainte-Famille à Ville-Marie. Bienvenue à tous à travers le web. Voici vos infos Témis. D'abord, nouvel incident grave de violence survenu tôt samedi dernier, jour de la Saint-Valentin, sur la rue Mahigan-Mikana à Winoway. La scène de crime forçant l'intervention de la Sûreté du Québec et l'ouverture d'une enquête active. Dans un mémo public transmis à la population, le Conseil de la Première Nation de Longue-Pointe indique que la scène a été sécurisée et que des enquêteurs étaient présents. La victime, dont on a craint pour la vie, a été transportée à l'hôpital en ambulance. Le Conseil de bande a dénoncé une situation totalement inacceptable et réclamé à nouveau davantage de ressources policières pour assurer la sécurité dans la communauté. Toute personne qui a été témoin de l'événement ou possédant de l'information est invitée à communiquer avec la SU de façon anonyme au 1-800-659-4264. Et notons de plus en lien direct avec l'enquête s'y étant déroulée que les enquêteurs de l'unité des crimes contre la personne du poste de la SQ de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, ont procédé à l'arrestation de 3 individus d'âge mineur, en plus d'un adulte, dont 4 personnes relativement à ces voies de fait armés survenus le jour de la Saint-Valentin. Un homme de 40 ans, 39 ans, dis-je bien, reposait dans un état grave après la commission du crime. Les autorités policières qui ont passé la nuit dans la communauté craignaient pour la vie de l'individu attaqué. Selon ce qu'on a pu savoir, une arme à air comprimé aurait été utilisée lors de l'agression. Et un ex-curé a été arrêté pour des infractions sexuelles visant une mineure dans notre région. L'individu de 63 ans, Léandre Lapointe de Beauceville, a été arrêté le 28 janvier relativement à des infractions de nature sexuelle commises à l'endroit d'une personne d'âge mineur. Selon la SQ, les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs, le suspect fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment exploitation sexuelle et agression sexuelle sur une mineure. Les gestes reprochés auraient été commis à plusieurs reprises sur une période de 3 ans entre les années 2010 et 2013. Arrêté chez lui, Léandre Lapointe a été rencontré par les policiers, libéré. Il a comparu le 11 février au palais de justice à Val-d'Or, où il a été de nouveau libéré en attente de procédure judiciaire. La Sûreté du Québec précise que les infractions auraient été commises dans plusieurs secteurs de la région, alors que l'homme était prêtre, notamment à Macamic et à Val-d'Or. L'enquête tend à démontrer qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, notez-le. Toute personne qui détient des informations est invitée à communiquer confidentiellement toujours avec la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264 ou par courriel à cic@surette.qc.ca. Et le 4 février, les policiers de la Sûreté du Québec ont donné un dur coup au crime organisé, effectuant une perquisition dans une résidence du secteur de la rue principale à Hautier-Nord dans le cadre d'une enquête liée au trafic de stupéfiants. 2 personnes ont été arrêtées sur place. Raphaël Gélina Saint-Pierre, il a 31 ans, et une femme de 26 ans qui doit comparaître. Lors de l'opération, les policiers ont saisi plus de 9 900 comprimés de méthamphétamine, environ 1255 grammes de cocaïne, 3 800 en argent, un bâton télescopique et le matériel qui sert à la revente de ces stupéfiants. Raphaël Gélina Saint-Pierre a comparu. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, possession de stupéfiants notamment, en vue d'en faire le trafic, et possession d'une arme dans un dessein dangereux. La femme arrêtée est libre pour le moment. Elle pourrait comparaître à une date ultérieure. Selon la Sûreté du Québec, l'enquête a été amorcée à la suite d'informations reçues de vous, le public.
Et les policiers de la SQ ont mené une fouille le 5 février dans une résidence à Rouyn-Noranda sur la rue Frédéric-Hébert. Dans le cadre d'une enquête en matière de stupéfiants, une femme de 48 ans a été arrêtée sur place. Lors de l'intervention, les agents ont notamment saisi 600 comprimés de méthamphétamine, 20 grammes de cocaïne, une trentaine de comprimés médicamenteux d'ordonnance. La suspecte a été libérée par sommation. Elle doit comparaître à une date ultérieure. La Sûreté du Québec précise que ces opérations dont on vient de vous parler là, sont distinctes les unes de l'autre, non liées entre elles. Toute personne qui détienne de l'information sur le trafic de stupéfiants peut toujours communiquer confidentiellement avec la centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-42-64. Et à la SAR, dis-je bien, excusez-moi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC d'Abitibi-Bois ont mené le 6 février une perquisition dans une maison de la route 111 à la SAR, je dis bien, en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Sur place, une des deux résidentes a été rencontrée par les enquêteurs, tandis que la seconde va l'être prochainement. Les deux femmes de 72 et 73 ans pourraient faire face à des accusations en lien avec la contrebande de tabac. Lors de l'intervention, les policiers ont saisi près de 46 500 cigarettes de contrebande et plus de 1 000 $ en argent comptant. La SQ rappelle que toute information concernant le trafic de stupéfiants ou la contrebande de tabac aussi peut être transmise en tout temps confidentiellement à la centrale de l'information criminelle. Vous savez le numéro par cœur, 1-800-659-42-64. Et maintenant, le projet de carrefour communautaire porté par la Corporation de développement communautaire, la CDC du Témiscamingue, n'a pas obtenu l'appui des membres de la Coop Santé Témiscaming lors du vote tenu en Assemblée générale mercredi soir dernier. Au Théâtre du Rift, Stéphanie Hein, la directrice générale, est revenue avec transparence sur le processus qui a mené à ce résultat. Stéphanie Hein, le milieu communautaire, la Corporation de développement communautaire ne pourra pas, du moins pour l'instant, réaliser son projet. Quelles sont vos opinions en rapport à ça? En fait, c'est la démocratie qui a parlé. Nous, on faisait confiance au processus démocratique, donc c'est les membres de la Coop Santé qui ont décidé. Donc, on y va comme ça. Ça ne vous arrête pas, le milieu communautaire, il y a peut-être d'autres moyens de réaliser ce projet de carrefour? Bien, c'est certain que nos moyens sont toujours limités dans le milieu communautaire. On est présentement un petit peu inquiets là, pour certains de nos membres là, qui devront se trouver des locaux à louer à prix abordable. Donc, c'est sûr qu'on va se relever les manches et essayer de se trouver des solutions là, pour être sûr que tous nos organismes communautaires ne seront pas mal pris là, suite à cette décision-là. Qu'est-ce que vous pensez du processus qui a mené à ce résultat-là? Bien, on a fait confiance à la Coop Santé qui a été bien accompagnée par leur avocat dans tout le processus. Donc on sait que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Merci de votre présence. Merci. Ainsi, la clinique infirmière du Témiscamingue peut procéder à l'achat de l'édifice ayant abrité la coopérative Témiscaming. Tels en ont décidé les membres lors d'un vote quand même à main levée de 68 à 60. 300 000 $ ont été offerts et pourraient être haussés lors de négociations supplémentaires. La coopérative Témiscaming devait ensuite obtenir de ses membres le droit de vendre le bâtiment, ce qui a été fait à 77 % lors d'un second tour. On a parlé à 2 des copropriétaires. Ce fut quand même un vote serré. On m'a raconté qu'il y avait 68 personnes qui vous avaient choisi avec votre projet et 60 celui du milieu communautaire. Donc, ça a été serré. Vous y attendiez? Pas vraiment, non. Je pense qu'on s'attendait à des votes serrés comme ça, mais on est quand même très satisfaits de la tournure de la soirée. Mais vous êtes heureuse de pouvoir réaliser ce projet? Oui, vraiment. Oui, puis on est surtout
surtout heureuse en fait de voir la solidarité qu'on avait en arrière de nous, de voir que c'est assez facile pour moi de dire que c'est un besoin de la population qu'on soit là, puis que nos services sont de qualité, puis de soutenir nos valeurs, mais d'avoir les gens en arrière de nous qui sont venus vraiment nous appuyer pour le projet, puis les gens qui sont mobilisés pour ça, ben je pense que ça peut juste nous mettre du vent dans les bras. Vous avez hâte de vous installer? Oui, vraiment. Ça c'est sûr. Ça a été beaucoup d'énergie de déployer pour ça? Oui, beaucoup d'énergie. Semaine, on a mis énergie, beaucoup de stress, parce que comme Marc-France l'a mentionné au début de la rencontre, on n'est pas habitué de faire des présentations comme ça, puis de devoir... on est infirmière de métier, donc de présenter devant une foule comme ça, c'est pas dans nos habitudes. On vous a reproché d'être une clinique privée, d'être à but lucratif. Ça fait mal, ça, un peu? Ben, ça a fait mal dans les derniers jours, oui, parce qu'on a pu voir quand même sur les réseaux sociaux là, des commentaires, des choses qui ont été publiées. Puis, écoute, ça fait juste en fait reculer d'il y a 6 ans qu'on l'a déjà vécu, ça. Fait que, tu sais, pour nous, c'est pas du nouveau. Puis, comme qu'on a mentionné, là, il y a 6 ans, on a décidé de se lancer dans le vide, de prendre des risques personnels, parce que c'est vraiment ça qui est en dessous de tout l'effort qu'on a fait et tout ça, pour répondre à un besoin qu'il y avait de la population. Puis aujourd'hui, ben, le fait que la clinique fait juste s'agrandir, puis que c'est en constante évolution, je pense que ça répond ça nous prouve encore que le milieu de la santé est très sensible, c'est très émotif. Ben c'est sûr que je pense que tout ce qui a trait à la santé va toucher profondément les gens. Fait que c'est sûr que je pense que d'amener une vision humaine en fait en arrière de nos services, en arrière de nos soins, je pense que oui, ça peut sensibiliser beaucoup les gens. Et je pense que la vocation, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ils l'ont bien au-delà du fait d'avoir un gros compte de banque. C'est pas pour le cash que vous êtes là, je vais m'exprimer clairement. Ah oui. Puis pour le besoin de répondre à un besoin à la population. Vous sentez à tous les jours quand vous travaillez que vous faites du bien? Oui, effectivement, on a des commentaires à chaque jour des patients. Parfait. Ben, félicitations et bon succès avec la clinique infirmière du Témiscamingue dans cet édifice. Merci beaucoup. Et fort ému après les procédures qui conduiront à la liquidation éventuelle des actifs de la coopérative et du projet Témiscaming, qu'il a lancé il y a plus de 20 ans, le docteur Paul-Émile Barbeau a reçu une chaleureuse ovation à l'issue des procédures et de la soirée. Télétémis a réclamé ses impressions. Monsieur Paul-Émile Barbeau, une grosse étape de votre vie qui s'en va à l'issue de cette soirée? Oui, c'est une étape importante. Ça fait de la peine énormément d'en arriver à la fin de la coopérative. C'est les aléas de la vie qui nous amènent à ces choses-là. Ça s'est fait dans une réunion très respectueuse. Je suis très, très content. Les questions ont été pertinentes, les commentaires ont été pertinents, les gens ont été respectueux les uns envers les autres. Là, on a une étape à faire en fonction de la négociation de la vente des immeubles en question. Après ça, il s'agira de voir la prochaine étape pour voir qu'est-ce qu'on fait selon les calculs avec les bénéfices. Donc, il n'y aura pas une assemblée de dissolution immédiatement. On va avoir certainement une autre réunion avant pour discuter avec les membres de ce qu'on peut faire avec l'argent. Et après, on arrivera à l'assemblée de liquidation et de dissolution avec la nomination d'un liquidateur. C'est 20 ans de votre vie qui s'envole et c'est 20 ans d'investissement de votre part que vous n'avez pas fait pour rien parce qu'on a vu ici ce soir les gens vous applaudir chaleureusement pour vous remercier de votre implication. Oui, ça m'a beaucoup touché. Et qu'est-ce que vous pensez de cette étape que vous devez clore? Là, on a des choses positives à faire. Il faut vraiment y aller avec la négociation. C'est ce qu'on va discuter à l'intérieur du conseil d'administration. Puis voir après ça les étapes qui viennent pour s'assurer que les Témiscamingiens bénéficient le plus possible de la fin de cette entreprise. Parce qu'il va rester quelque chose pour les femmes et les hommes d'ici. Exactement. Il va rester quelque chose dans les deux
projet qui va aider notre population. Puis on espère pouvoir en faire plus avec les bénéfices le cas échéant. Et ça vous satisfait? Oui, on savait que ça pouvait pas être comme du gâteau, là. Chaque étape est déchirante pour nous autres, mais ça s'est passé de la belle façon. C'est la décision des membres, ça a été fait démocratiquement. Je suis satisfait de ça. Vous êtes fier de ce que vous avez fait? Oui, beaucoup. C'est quand même 18 ans de service dans lequel on a vraiment tenté de donner le plus de diversification de services possible. Puis on l'a fait avec dévouement. Je pense à tous les membres qui sont passés sur le conseil d'administration, un tas de bénévoles qui avaient à cœur le Témiscamingue. On peut pas regarder par-dessus son épaule et avoir honte de ça. Au contraire, c'est beaucoup de fierté. Merci, M. Barbeau. Je vous remercie. Et l'organisme à but non lucratif Témiscabitation, qui a vu le jour en juin 2004, se servira de l'édifice à Ville-Marie pour créer des logements à prix modique pour les démunis. De plus, elle utilisera la valeur marchande de l'habitation, soit 275 000 $ libre de toute dette, pour emprunter afin d'agrandir son parc de logements. Témiscabitation a obtenu l'approbation quasi majoritaire en Assemblée générale pour procéder à la transaction en offrant de prime abord 50 000 $ à Témiscabi pour les logis du 14 de la rue Cartier, une somme qui reste à négocier et que la coopérative présidée par M. Paul-Émile Barbeau pourrait éventuellement partager avec le milieu communautaire témiscabien. Et maintenant, parlons de la fonderie Horn, le syndicat des métallos qui représente les travailleurs et travailleuses de l'affinerie de cuivre CCR à Montréal-Est, applaudit la décision du conseil municipal de Rouyn-Noranda qui considère comme une avancée majeure vers un règlement assurant la pérennité de la filière cuivre au Québec. Le conseil de ville a appuyé lundi dernier l'intention du gouvernement du Québec de renouveler de façon anticipée les permis d'exploitation pour une période de 7 ans, offrant ainsi davantage de prévisibilité, je vais le dire, à Glencore et à la fonderie Horn. Pour le directeur québécois des métallos, Nicolas Lapierre, il sait que c'est un débat difficile où il y a beaucoup d'émotions et c'est normal. Le conseil municipal a pris une décision sage, selon lui. Maintenant, il revient au gouvernement québécois et à Glencore de travailler conjointement pour permettre la mise en œuvre rapide des investissements prévus. Les métallos représentant 400 travailleurs à l'affinerie CCR de Montréal-Est, affiliés à Glencore, alimentés en cuivre par la fonderie de Rouyn-Noranda, les deux installations qui forment une chaîne essentielle au recyclage des batteries et à l'industrie du cuivre au Canada, selon Stéphane Côté, président section locale 6887 des métallos. On voit enfin la lumière au bout du tunnel et on demande maintenant au gouvernement et à la compagnie de finaliser rapidement l'entente pour que les investissements puissent aller de l'avant. Et dans le même sujet, la ville de Rouyn-Noranda qui serre la vis à Glencore quand même dans le dossier explosif de la fonderie, dans une lettre obtenue par TV Témis, la ville exige des gestes rapides, des résultats mesurables et une transparence totale alors que Québec envisage d'accorder à l'entreprise 7 ans de prévisibilité réglementaire. Sans détour, Rouyn-Noranda qui rappelle que l'appui du conseil municipal à cette proposition gouvernementale n'est pas un chèque en blanc. La municipalité exige que Glencore investisse dès maintenant dans des technologies capables de réduire concrètement ses émissions. Les dirigeants veulent que cette année ne serve pas à gagner du temps, mais plutôt à accélérer les actions. La ville qui réclame aussi que Glencore respecte tous ses engagements concernant la zone tampon, notamment le rachat des résidences, la démolition des bâtiments acquis et l'aménagement du secteur. Le conseil municipal du maire Gilles Chapado insiste, le verdissement de cette zone est essentiel pour protéger les citoyens et limiter les émissions fugitives. Rouyn-Noranda qui demande également le renouvellement et l'élargissement du programme volontaire de décontamination des sols pour que l'ensemble des résidents du quartier Notre-Dame puissent y avoir accès. La ville souligne qu'à peine 20% des propriétaires auraient adhéré au programme jusqu'ici, ce qui
qui démontre, selon elle, un manque d'accompagnement et dans un climat social tendu. La ville estime qu'il est impératif que la Fondrion dise clairement où elle s'en va et ce qu'elle compte faire. La ville de Rouyn-Noranda affirme avoir fait sa part et prévient Glencore, c'est à l'entreprise de démontrer rapidement qu'elle veut réellement être un partenaire respectueux de la communauté. Et le gouvernement du Québec a confirmé le renouvellement du mandat de M. Vincent Rousson à titre de recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT. La décision qui a été entérinée lors de la réunion du Conseil des ministres du 11 février, suivant la recommandation formulée par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec. Renouvellement qui est accordé pour une période de 5 ans jusqu'en 2031. En poste depuis le 1er mars 2021, M. Rousson poursuivra son engagement à la tête de l'UQAT dans un contexte où l'établissement continue de jouer un rôle majeur dans le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Bonne chance! Et maintenant, présente en février l'événement Ose entreprendre offrira des conférences dans des écoles secondaires de différentes régions du Québec. Il est par ailleurs fier d'annoncer le retour de la semaine des entrepreneurs à l'école en novembre 2026, rendu possible grâce au soutien du secrétariat à la jeunesse. Selon la présidente directrice générale d'Ose entreprendre, Manon Théberge, le retour de la semaine des entrepreneurs à l'école est une excellente nouvelle pour les jeunes. Ces rencontres avec des entrepreneurs de leur communauté qui visent à ouvrir leurs perspectives sur ce magnifique métier tout en les inspirant à réaliser des projets entrepreneuriaux à l'école, ce qui amène les jeunes à s'épanouir, être davantage motivés et se découvrir des super pouvoirs. Samuel Poulin, qui est ministre responsable de la jeunesse et délégué à l'économie, a mentionné, déclaré être heureux, très heureux de soutenir le retour de la semaine des entrepreneurs à l'école, une initiative essentielle au développement de la culture d'entrepreneuriat chez nos jeunes. En leur faisant découvrir des parcours inspirants et diversifiés, on leur démontre que l'entrepreneuriat offre une multitude de possibilités, constituant un puissant facteur de motivation et de persévérance scolaire. Les événements en conférence permettront de célébrer le retour de la semaine des entrepreneurs à l'école grâce à l'engagement de dizaines d'entrepreneurs qui, par le partage de leur parcours, disons, à inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre des jeunes présents, à les inciter à réaliser des projets entrepreneuriaux en classe et à les encourager à persévérer à l'école. Ces conférences qui se tiendront pendant les journées de la persévérance scolaire entre le 16 et le 20 février dans notre région, notamment la polyvalente de Macamic, du centre de santé, du centre de service scolaire du lac Abitibi, ainsi qu'avec Karine Chabot de Panorama AT et Simon Gaudreau de l'Accalmie chez Juliette vont tenir des activités. Et une vingtaine de contrevenants, des particuliers comme des entreprises, sont condamnés pour ne pas avoir respecté la loi sur les forêts. Les infractions signalées de juillet à décembre 2015 sont passibles d'amende 2025, je dis bien, la liste des contrevenants présents ont commis 20 infractions pour lesquelles des amendes totalisant 237 180 $ ont été imposées. 2 de ces manquements ont été signifiés à autant d'entrepreneurs dans la région. C'est Matériaux Blanchet Incorporé qui doit payer 4 500 pour avoir coupé du bois hors de ses limites établies d'intervention. On reproche aussi à la forestière d'avoir construit, amélioré ou fermé un chemin sans permis sur les terres du domaine de l'État. Aussi, lors de cette même période, mais au nord du Québec, les chantiers Chibougamau ont été reconnus coupable d'avoir circulé avec de la machinerie dans la lisière réglementaire de 20 mètres en bordure d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marécage arbustif riverain, d'un lac ou d'un cours d'eau permanent. La compagnie qui reçoit 3 960 $ d'amende a aussi omis de respecter la limite du 20 mètres nécessaire. Le RADF, Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, est le résultat concret de l'évolution de la gestion
gestion forestière vers de nouvelles normes axées sur l'aménagement durable des forêts qui tiennent compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt. Il a comme principaux objectifs d'assurer le maintien ou la reconstitution du couvert forestier, la protection des milieux forestiers aquatiques et humides, la conciliation des diverses activités se déroulant dans les forêts publiques. Et le ministère de l'Environnement qui a terminé l'analyse des modalités du plan de gestion de l'Orignal en vue de la saison 2026-2027. Résultat, de nouvelles zones de chasse s'ajoutent, écoutez bien, au tirage au sort pour la récolte d'animaux sans bois, c'est-à-dire les femelles et les veaux, dans les zones 16 et 22, c'est au nord du Québec. Dans ces secteurs, le tirage au sort remplace graduellement le système d'alternance. Pendant ce temps, la zone 13 en Abitibi et au Témiscamingue demeure sous le régime d'alternance et 2026 qui sera une année restrictive. Ça veut dire que seuls les orignaux avec bois vont pouvoir être récoltés. Le ministère rappelle que le tirage au sort est un outil de gestion flexible adapté aux réalités régionales et à l'évolution du cheptel. Et le comité des usagers du Témiscamingue qui a organisé 2 cafés-rencontres, ça se passait les 22 et 29 janvier dernier, pour offrir un espace d'échange aux proches aidants. Près d'une trentaine de participants y étaient, à des rencontres animées par Yannick Sévigny qui ont permis aux proches aidants de partager leur réalité, de discuter des défis quotidiens et des ressources disponibles dans un climat d'écoute, de bienveillance. Devant le succès de l'initiative, le comité qui veut répéter l'expérience afin de poursuivre le soutien essentiel dans la communauté. Avez-vous chanté Bonne fête à votre drapeau? Le Canada qui souligne aujourd'hui, 15 février, journée d'enregistrement, la journée nationale du drapeau marquant le 61e anniversaire de l'emblématique feuille d'érable rouge et blanche, hissée pour la première fois sur la colline du Parlement. C'était le 15 février 1965. Au fil des décennies, le drapeau qui est devenu bien plus qu'un simple symbole national, incarnant les valeurs d'unité, d'inclusion et de démocratie, il demeure un repère rassembleur, particulièrement dans les moments difficiles. Commémoration qui prend une signification encore plus forte cette année, alors que le drapeau est en berne en signe de solidarité avec Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, endeuillé par cette fusillade qui a coûté la vie à des innocents. La journée du drapeau s'inscrit également dans un contexte festif, quand même, à l'approche avec la présentation des Jeux olympiques actuellement, Jeux paralympiques aussi à venir à Milan-Cortina 2026, où les athlètes canadiens portent fièrement la feuille d'érable sur la scène internationale. Dans un monde en constante évolution, le drapeau canadien qui demeure un symbole puissant de résilience et de fierté nationale. Parlant de sport, alors que les Titans de Témiscamingue font un pas de plus en prévision de leur retour aux Jeux en septembre au centre, l'organisation qui embauche à titre d'entraîneur-chef l'un des leaders que l'on voit, là, il a permis à l'équipe de soulever la Coupe Russell, trophée des champions de la Great Metro Hockey League en 2022. C'est un joueur qui, en près d'une centaine de parties, avait cumulé 50 points. Le choix de l'organisation était, après ses 4 années comme joueur des Titans, adjoint puis instructeur de 3 formations M15 et M18 chez les Vikings du Mont-Sainte-Anne, d'où il est originaire. Il a aussi joué au hockey senior 3A avec les Montagnards de Beaupré. C'est avec joie que Thomas Laforge accepte à 24 ans un retour avec les Titans. Félicitations. Et ailleurs dans la Great Metro Hockey League, les Pirates de Ville-Marie ont terminé en Lyon leur saison régulière, gagnant leurs 5 dernières rencontres avant de commencer les séries éliminatoires. Le club qui a entamé les séries lundi contre les Rilers de Tottenham. Un 2-3, seconde partie qui joue vendredi le 20 février, soyez-y à Ville-Marie. Et troisième match, si c'est nécessaire, aussi à Ville-Marie, à l'Aréna Arthur Bergeron, le 21. Soyez nombreux à l'Aréna. Votre présence qui fait foi de tout pour l'avenir de l'équipe Junior 2A du circuit et à Ville-Marie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est complet pour vos nouvelles. Déjà, d'autres actualités prennent place graduellement. Vous en avez l'habitude. Surveillez la page Facebook de notre site web TV Témis. Allez, bonne semaine et profitez du doux temps.